Bonsoir à tous, c'est un symbole du service public à la française, mais quel avenir pour la Poste alors que disparaît peu à peu la distribution du courrier? On s'interroge ce soir dans Droit de Suite. Pour commencer, la Poste, le grand défi, un documentaire qui va nous faire entrer de plein pied dans ce qu'est la Poste aujourd'hui. Dirigeants, employés, syndicalistes, mais aussi élus locaux témoignent tour à tour de leur espoir, mais aussi de leur inquiétude pour l'avenir de l'entreprise. L'acheminement du courrier s'effondre, la faute à l'arrivée du numérique et la Poste perd là beaucoup d'argent. Une perte qu'il faut compenser par la création de nouvelles activités, la conquête de nouveaux marchés, tout en continuant bien sûr d'assurer sa mission de service public sur l'ensemble de notre territoire. Bon doc. Et je vous retrouve juste après avec son auteur, Philippe Lefebvre, la députée Jeannine Dubié, le directeur de la stratégie de la Poste, Nicolas Routier, et le journaliste Christophe Alix pour comprendre comment la Poste peut espérer survivre à l'ère du numérique. La proximité territoriale, la proximité humaine, ce sont les fondements de l'ADN de la Poste d'aujourd'hui. J'ai pas forcément l'impression que tout le monde se rende compte du danger finalement qui nous menace. À chaque fois que vous fermez un bureau de poste dans une commune, tout le monde réalise qu'il a une relation proche avec la mort économique, la mort sociale. C'est peu dire que nous avons une relation personnelle et affective avec la Poste. 91% des Français estiment même qu'il s'agit du meilleur service public qui répond chaque jour aux attentes de 2 500 000 clients. Mais la Poste aujourd'hui, c'est quoi? Une société à capitaux publics qui doit équilibrer ses comptes et qui ne peut pas compter sur l'État pour boucler ses fins de mois. C'est une énorme société qui opère principalement dans les métiers du courrier, du transport des colis et de la banque. Mais c'est aussi une entreprise qui doit profondément se transformer pour survivre face à l'effondrement du courrier. La Poste, c'est d'abord 250 000 postières et postiers. C'est plus de 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 22% de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus de 5 milliards faits à l'international. C'est un chiffre d'affaires qui continue à croître, malgré la baisse de volume du courrier. Et c'est une entreprise qui gagne de l'argent et dont le résultat d'exploitation a été l'année dernière de 975 millions d'euros. À en croire le PDG de la Poste, tout va bien. Pas si sûr, car ce qui a fait la force de la Poste est aussi paradoxalement sa plus grande faiblesse. Il s'agit des missions de service public. Et là, on touche à un sujet sensible. La Poste est née avec l'État et l'unification du pays dans tous ses territoires, sa variété Louis XI. Et elle est restée un monopole d'État en raison du fait que le réseau, le lien entre les hommes, est assuré de façon égalitaire sur le territoire. La Poste a 4 missions de service public. Acheminer le courrier 6 jours sur 7, assurer la présence de l'entreprise à travers 17 000 bureaux de poste et points de contact, transporter et distribuer la presse, et enfin faciliter l'accès aux services bancaires pour tous. Problème, certaines de ces missions ne sont aujourd'hui plus rentables. La baisse des volumes du courrier s'est accélérée. Et il faut avoir en tête que nous perdons, à prix du timbre constant, à cause de la baisse du courrier, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est-à-dire, nous perdons chaque année le chiffre d'affaires d'une entreprise moyenne. Loin du siège parisien de l'entreprise, ce constat, Karine le fait au quotidien dans son centre de tri du Lot. Il faut dire que c'est une experte, héritière de plusieurs générations de postiers. Je m'appelle Karine Royer, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 grands-enfants. J'avais un papa receveur, comme on appelait ça à l'époque, et donc j'habitais dans les appartements au-dessus de la salle des facteurs. Je me souviens de l'odeur de tabac froid et des toiles de jute qu'on utilisait à l'époque. Non, quand il y a une réexpédition, tu le distribues, même temporaire, tu le distribues pas.
On est obligé de se rendre compte de la baisse de volume de trafic du courrier. Pour moi, la première chose qui a fait mal au courrier, c'est l'apparition de la carte vitale, parce que toutes les feuilles de soins papier qui ont été supprimées à ce moment-là, ça représente quand même un énorme volume de courrier. Donc aujourd'hui, ça continue parce que la dématérialisation du courrier avec Internet, les factures, les déclarations d'impôts par exemple. Fondamentalement, c'est la révolution numérique. C'est très simple. Les SMS, les mails ont remplacé les lettres. Et pour vous donner les chiffres, 18 milliards d'objets transportés en 2008, moins de 11 milliards d'objets transportés en 2017. Donc un choc considérable lié au fait que le SMS et le message numérique remplacent la lettre. Un sacré choc à absorber par l'entreprise, le courrier étant son cœur de métier. Mais qu'en pense la CGT, le premier syndicat du groupe La Poste? Il y a une baisse du courrier qui existe aujourd'hui. En plus, elle est organisée par l'État. Quand l'État dit aujourd'hui, à partir de 2017, on dématérialise toutes les fiches de paye dans le pays, après, l'actionnaire majoritaire de La Poste, il ne peut pas découvrir qu'à La Poste, il y a une baisse du courrier. Et donc, on n'est pas opposé au progrès technologique, mais utiliser le progrès technologique pour détériorer un service public, ça, par contre, c'est pas acceptable. Une situation sur laquelle s'est penchée la Cour des comptes en publiant un rapport fin 2016 qui alerte sur les points faibles du groupe. Première fragilité, c'est que la baisse du volume du courrier, en ce moment c'est de l'ordre de 7% par an, elle a été absorbée par une augmentation du prix du timbre. Il est clair que ça ne pourra pas continuer ainsi à l'avenir, c'est-à-dire que la baisse d'un volume du courrier, qui risque d'ailleurs de s'accélérer, ne pourra pas être compensée complètement économiquement par une hausse de la valeur du timbre, sinon la hausse du prix du timbre ferait que le courrier diminuerait encore plus rapidement, notamment pour les entreprises. Alors la Poste peut-elle raisonnablement continuer à perdre de l'argent à chaque fois que nous expédions une lettre? Il faut absolument réinventer notre métier, c'est comme ça qu'on parle, de toute façon c'est en ces termes. Et donc il faut tirer parti en fait du maillage géographique qu'on a, puisqu'on est quand même la première flotte de véhicules en France, et la première flotte électrique même, puisqu'on a 10 000 véhicules électriques. Et on passe partout en France 6 jours sur 7. Donc il faut tirer parti de ce maillage géographique, et il faut tirer parti aussi du capital confiance qu'on a, que les clients placent en nous, parce que c'est vrai qu'on a une relation de confiance qui s'instaure, surtout en milieu rural. La situation inquiète les élus locaux qui redoutent de faire les frais d'une politique d'économie qui s'est déjà traduite en 10 ans par la fermeture de 7000 bureaux de poste en zone rurale, mais aussi depuis peu en zone urbaine. Donc l'AMF est très évidemment mobilisée sur le sujet de très longue date. Et les contacts sont permanents avec l'entreprise La Poste. Il y a des commissions de présence postale dans chaque département qui sont animées et présidées par des élus, en lien avec évidemment la direction départementale de La Poste. Il y a, y compris en zone urbaine, des discussions dès lors que, par exemple, des bureaux de poste qui peuvent couvrir un quartier ont tendance à avoir leur activité diminuée. Comment fait-on pour organiser tout cela en maintenant quand même une présence dans le quartier? Parce que, en fait, la présence de la Poste ou la disparition de la Poste est souvent vécue par les habitants comme véritablement un point dur, un échec en fait d'une certaine manière, et est vécu comme vraiment un abandon du territoire par le service public. La Poste reste dans l'esprit de la population un service public de base. Dans les campagnes, c'est sûr qu'on ne distribue pas juste le courrier, on distribue le sourire. Et puis on est l'oreille. On est l'oreille c'est la météo, aujourd'hui on va l'entendre, il pleut, oh là là, c'est dommage, hier il faisait tellement beau ce temps, alors n'en fait qu'à sa tête. À Orvilliers, dans les Yvelines, la Poste n'est plus qu'un lointain souvenir sur des cartes postales jaunies. Elle est fermée depuis longtemps.
Pourtant, mission de service public oblige, la Poste doit maintenir 17 000 points de contact sur tout le territoire. Elle reçoit même 170 millions d'euros de l'État pour cela. Alors, à Orvilliers, comme dans des centaines d'autres petites communes, on s'est organisé pour pouvoir continuer à envoyer son courrier. La Poste a arrêté depuis 2005-2006, voilà. Elle ne fonctionnait plus et puis elle est mal placée. Elle était sur la RD 983 et c'est vrai que pour accéder, c'était pas facile. Elle ne fonctionnait plus parce qu'en définitive, ses horaires ne correspondaient pas à la vie d'aujourd'hui. Un peu partout en France, le petit bureau de poste dédié disparaît. Trop coûteux. Une des solutions mises en place par la Poste pour maintenir une présence postale est donc d'installer des relais postes chez les commerçants. L'histoire de cette poste, c'est ma sœur Brigitte qui a créé le commerce en 2010 en collaboration avec la mairie. Ils ont monté l'épicerie, le point poste, le relais presse. Enfin, ça fait 2 ans que je travaille avec elle et là j'ai repris l'épicerie puisqu'elle est partie se retirer en Auvergne. Merci. Donc elle m'a formée aux différentes formalités, la réception du courrier, les recommandés, l'achat des timbres, les différents colis. Et puis la Poste est venue me faire une petite formation parce que nous avons été informatisés cette année. Vous avez ramené l'autre ? Ouais. Et si les clients de Babette que nous avons rencontrés ont l'air satisfaits, il n'en est pas tout à fait de même pour les élus locaux et les syndicats. Vous n'avez pas ramené. Vous savez que les facteurs sont parmi les rares agents à donc prêter serment. Ils prêtent serment parce qu'un facteur, dans sa mission, il a à connaître des éléments personnels des gens. Et donc ça, c'est la question, c'est de savoir quel est le degré de professionnalisme et d'assermentation, d'une certaine manière, de celui qui va rendre le service. On voit très bien qu'il y a un lien direct entre la désindustrialisation d'un territoire et l'abandon et la fermeture des services publics, et vice-versa d'ailleurs. Et aujourd'hui, on ne se pose pas cette question, et donc c'est pas un point de contact qui retient aujourd'hui une usine. Un bureau de poste et un certain nombre de services publics sont un enjeu important. Donc ça, on devrait se poser ces questions en amont et dire, en tout cas nous c'est ce qu'on demande, c'est le maintien et le développement des bureaux de poste de plein exercice, y compris avec des nouveaux services. Puisqu'en fait, on n'est pas non plus... Des nouveaux services, c'est une réalité. Avec la numérisation de la société, il y a une multitude de nouveaux services et de nouveaux besoins qui pourraient être mis à disposition des gens, y compris en termes de formation des usagers, hein, sur des outils numériques. Donc, ces questions-là pourraient être imaginées, y compris dans des bureaux de poste, de plein exercice et avec du personnel formé. Donc, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est un point de contact qui permet de pouvoir avoir un certain nombre de services définis qui rapportent de l'argent. Ils sont définis, donc c'est parce qu'ils rapportent à un endroit, donc un colis qui arrive, mais on ne raisonne pas en termes de réponse aux besoins général. L'amplitude horaire permet à tous les habitants de pouvoir se déplacer jusque sur la poste. Et ça, c'est un gain énorme pour les habitants. On a des horaires du lundi, on a des horaires du dimanche matin et on a des horaires du soir qui sont incomparables. Et j'avais demandé à la Poste d'ailleurs à des responsables qui étaient venus pour vérifier un peu les fonctionnements ou mettre à jour certaines choses, ce qu'ils en pensaient. Et en fait, il n'y a que 2 agences qui fonctionnent comme ça dans l'Île-de-France. Les clients sont très contents du fonctionnement de la nouvelle Poste puisque les horaires c'est 7h30, 20h. On est ouvert le dimanche matin, on est ouvert tous les jours. Donc pour eux c'est plus facile. Quand ils rentrent du boulot, ils viennent chercher les colis jusqu'à 20h le soir. Et recommander et faire leur courrier. Si dans le cadre d'un commerce, ce service est rendu pendant 40 heures par semaine, alors que dans le bureau de poste, il n'était plus rendu que 10 heures par semaine, bon, il est probable que ce service-là, à proprement parler, les services qui sont rendus,
que les habitants apprécieront davantage. Aujourd'hui, par exemple, on ne pourrait plus revenir en arrière. Les gens ont tellement pris d'habitude de ces horaires élastiques du soir et du week-end que on se pose même plus la question. Pour nous, c'est presque devenu un dû. Voilà. La Poste a mis à notre disposition ce comptoir pour présenter les lettres. On a le Smartéo qu'ils appellent, c'est pour tout ce qui est affranchissement et enregistrer les recommandés. Et puis bon, on a toutes les boîtes, les colis, toutes les enveloppes, lettres suivies, emballage. Et puis voilà. D'une Poste dont on pensait qu'elle pourrait s'arrêter est devenue en fait une agence beaucoup plus importante que ce que c'était à l'origine, mais sans par contre l'agence bancaire. C'est ce qui nous manque un peu, c'est l'agence bancaire, mais bon, sur un commerce multiservice, c'est pas facile forcément d'avoir une agence bancaire, donc la banque postale jumelée à la Poste. Aujourd'hui, la présence postale dans les mairies ou chez les commerçants représente environ la moitié des 17 000 agences du réseau. Et le nombre de bureaux de poste de plein exercice devrait encore baisser dans les années qui viennent. Bonjour Madame Babette, c'est la Poste. Vous allez bien? Ça va et vous? Hop, ça va, ça va. Il y a les colis. Sur le côté, très bien, je vais les récupérer. Alors la Poste, on est rémunéré au pourcentage sur les affranchissements. Puis on a les colis où on touche 50 centimes par colis. Mais on a un minimum de 300 € par mois qui est assuré par le service de la Poste. Bonne journée alors. Merci, au revoir, à demain. Au revoir. Encore une fois, je me répète, ça n'a pas de prix. Au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Le travail de Babette, c'est la vie de la commune. C'est le lien social de la commune. Donc très bien Babette, et puis elle va continuer. Cette logique devrait aussi s'étendre bien au-delà des zones rurales avec l'arrivée d'un vaste plan de restructuration des bureaux de poste urbains. Les relais postes sont appelés à se multiplier au cœur des grandes surfaces ou dans les centres commerciaux comme ici dans la banlieue de Metz. Je pense que la direction n'a pas mis longtemps à accepter en fait le projet de la Poste parce que ça permet en fait de créer un nouveau service pour le client. Ça nous permet également de nous impliquer un peu dans la vie locale parce qu'en plus le bureau de poste qui a été fermé, c'est un bureau de poste qui est tout proche du magasin. Donc ça nous permet de créer ce service, une continuité de service pour les gens du quartier. C'est un service qui s'est très bien développé, qui se développe donc au fur et à mesure des semaines. Et les clients sont très satisfaits. Alors il y en a qui croient également, qui pensent également qu'on fait tout le flux financier, mais on ne fait pas le flux financier. Mais ils seraient bien contents également de pouvoir retirer de l'argent comme un guichet de la Poste normal. Les points de contact de la Poste, trop ou pas assez? Aujourd'hui, ils sont dans la loi postale, c'est 17 000 points de contact. Et la Poste fait avec ce nombre, fait évoluer son réseau avec dans ce nombre, que ce soit en urbain ou en rural. Et je pense que il n'est pas forcément utile de poser la question de la modification du nombre. Je pense que c'est une force, ce réseau. C'est une force disséminée sur l'ensemble du territoire national. Et ça correspond aux deux missions importantes qu'a la Poste dans la loi postale, à la fois une mission de service public et une mission d'aménagement du territoire. Donc le tout est de trouver des formes adaptées, souples, qui tiennent compte de l'évolution du modèle économique de la Poste. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et avec ce nombre de 17 000, on peut trouver des formes de présence efficaces qui soient au service de la population et qui redonnent un nouveau cadre de métier aux postiers et à la Poste. Dans des villes de taille variable, dans des petites communes comme dans de plus grandes. L'idée étant d'essayer de faire en sorte que la Poste s'adapte aux projets de la ville et des habitants. Et d'essayer de faire le point sur nos points de présence, savoir si là où nous sommes présents, c'est pertinent, et savoir s'il faut qu'on accompagne des projets ou pas. Donc typiquement dans le quartier de la Grange aux Bois où on est aujourd'hui, on était présent il y a plusieurs années par le biais d'un partenariat. Le boulanger, en l'occurrence, puisque c'était notre partenaire, a cessé son activité. Et on a fait le choix, compte tenu de la demande des clients, de trouver un nouveau partenaire, en l'occurrence Monsieur Yildiz, avec son bureau de tabac. L'avantage, c'est de pouvoir avoir un flux dans la boutique, de pouvoir ramener du monde. Ça fait ramener quand même une bonne 50aine de personnes par jour dans la boutique, et ceci est, on va dire, plutôt pas mal
parce que tout le monde le sait que le tabac c'est un passage, c'est du flux, il faut énormément de flux, il faut qu'il y ait du monde qui rentre, qui sort, donc on va dire que c'est pas mal, quoi. Prendre la décision de transférer l'activité d'un bureau de poste vers un partenariat, elle est prise au niveau local. C'est l'équipe locale de la Poste, en l'occurrence le directeur régional, qui prend cette décision-là en fonction d'un état des lieux fait au cas par cas, en fonction de l'évolution de la fréquentation et des besoins de la population. On fait le choix de s'orienter ou pas vers un partenariat. Le maire est impliqué, c'est-à-dire qu'on associe les municipalités à l'état des lieux, au diagnostic, à la recherche de solutions. Parfois, il est notre partenaire si on choisit de faire une agence communale. Et sinon, quand on choisit de se tourner vers des commerçants, il en est informé et on travaille main dans la main avec la municipalité. Le groupe multiplie donc les mutations de bureaux de poste vers des relais postes chez les commerçants ou dans les mairies. Mais est-ce que cela sera suffisant pour sauver le réseau? Pour rester également présent dans les zones rurales, nous avons créé une nouvelle fonction, le facteur guichetier. C'est pour les petits bourgs, pour les villages. Le facteur fait sa tournée le matin, puis ensuite il ouvre un bureau de poste pour permettre la pérennité de ce bureau de poste. Eh bien, à la fin de cette année 2017, nous aurons 1000 facteurs guichetiers. Cette agilité, il faut la transformer demain et la mettre au service aussi du milieu urbain pour que la Poste, avec sa force la force de sa présence humaine et territoriale, devienne un point transversal de tout ce qui est porteur de mission de service public. Et les facteurs dans tout cela? Eh bien, pour nombre d'entre eux, le métier risque de changer, quitte à rompre avec des décennies de tradition postale. Nous développons pour les facteurs et pour la branche service courrier colis de nouvelles activités pour les facteurs qui vont succéder aux lettres qu'ils ne distribueront plus et qui leur permettront de rester facteurs et d'être à même de rendre des services en progression à leurs clients. On est obligé de passer par ces nouveaux services. On ne peut pas s'arrêter à l'activité seule de distribution de courrier, en tout cas. Distribution, oui, mais pas que de courrier. Distribution de médicaments, distribution de biens culturels, les livres des bibliothèques qu'on peut porter. Voilà. Ça, c'est vraiment notre avenir et le maintien de notre métier, il va passer par là. Tous ces métiers liés à la présence postale et à la tournée du facteur peuvent faire l'objet d'un enrichissement. Enrichir les tâches du postier, c'est tout à fait possible. Il faut que les postiers soient d'accord, qu'ils en aient envie. Moi, je crois qu'ils en ont envie parce qu'il y a une inquiétude sur le devenir du métier. Mais ces nouveaux métiers pour les facteurs pourront-ils compenser les pertes énormes dues à la diminution du courrier? Élément de réponse à Saint-Lô, dans la Manche, où certains facteurs pratiquent déjà ces nouvelles activités. Je m'appelle Nadège Jeanne, je suis facteur d'équipe. Je travaille à la Poste depuis plus de 20 ans. Donc facteur d'équipe, ça consiste à avoir sa tournée et à l'occasion de faire des remplacements pour les collègues qui sont malades. Les facteurs peuvent désormais faire de la veille de personnes âgées ou isolées, comme ici Nadège, qui va rendre visite à un couple de retraités pour s'assurer que tout aille bien. Donc là, on s'en va voir monsieur et madame Biguereau. Ce sont des gens qui ont souscrit un contrat. Donc c'est une visite hebdomadaire. On va les voir tous les jeudis pour voir si tout va bien. Ça dure un petit quart d'heure. Et on a un accueil très chaleureux. Et je pense que ça leur fait plaisir de voir du monde. Et c'est un échange entre facteurs et clients. Bonjour Monsieur Biguereau. Ça va à notre âge. Ça va comme si ça va, 90 ans. Allez oui. Passé là. Oh, vous êtes un jeune homme. Oh. Simone, c'est la factrice. Ah, c'est vous qui êtes de service. Oui, c'est moi aujourd'hui. Quel temps qu'il fait? Il fait froid? Il fait beau aujourd'hui. Ah, c'est bon. Soleil magnifique. Oui, je vais vous faire signer. Je vais vous sur le téléphone. Vous avez ce qu'il faut. Alors, je vais vous faire signer ici, s'il vous plaît.
Ah bon, c'est pas pareil. Alors, comment que ça va, les enfants, tout ça? Oh, ça va bien, oui, oui, ils sont à l'école. Ah, c'est bien. C'est notre retraite complémentaire. Ils nous ont fait des propositions. Alors, on avait le choix entre choisir avoir, comment dire, une visite du facteur. Du facteur une fois par semaine. Ou alors des coups de téléphone pendant 2 heures, plusieurs heures, quoi. On a préféré prendre la visite du facteur. Et puis on est bien content, quoi. C'est agréable, quoi. Ça nous rassure, quoi. Puis ça nous apporte un peu de l'extérieur. Puis il faut dire que Simone, elle a travaillé à la Poste dans le temps. Oh, quand j'étais jeune. Oui, mais c'était des heures simplement qu'elle faisait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein. C'est un facteur qui... Alors là, c'est une trop longue histoire. C'est une histoire, une drôle d'histoire. Bah, messieurs, dames, alors, la merci semaine prochaine, beaucoup. Ah non, la semaine prochaine, c'est pas moi, ça sera Christine. Voilà. C'est gentil quand même. Au revoir. Pour parler du facteur, le rôle social du facteur était quelque chose de très reconnu et quelque chose de très reconnu dans la population. Aujourd'hui, on voit bien une tentative de la Poste de transformer ce métier, mais tout en le transformant, de monétiser tous les services. Ce qui était aujourd'hui, ce qu'on demandait aujourd'hui à un facteur, c'est-à-dire aller chercher un médicament, par exemple pour une personne âgée, ou lui ramener le pain en même temps, ou même passer un moment avec elle pour échanger. Aujourd'hui, on lui dit ça, mais ça c'est payant. Et ça, si vous voulez, c'est humainement, c'est très compliqué à vivre pour un postier qui a connu le service public. Ainsi, devant le déclin inexorable du courrier, le facteur se transforme en un spécialiste du service à la personne. Le facteur porte l'avenir de la Poste avec des nouveaux services dans une société qui se numérise et qui vieillit et qui a donc de plus en plus besoin de proximité humaine. Là où il y a des besoins de proximité humaine, il y a le facteur et il y a la Poste. Je n'ai jamais été opposé à ce qu'on puisse mutualiser des services à la Poste. Par exemple, la caisse d'allocation familiale qui verse beaucoup d'allocations personnalisées. On pourrait imaginer que le métier de postier, ce soit aussi le métier de la caisse d'allocation familiale. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement mutualiser ces réseaux ? La question des cartes grises en sous-préfecture, maintenant il faut aller les chercher très loin. Est-ce que tous ces services que l'État doit rendre, il ne pourrait pas utiliser le réseau postal qui est unique et qui permettrait finalement de rapprocher beaucoup de citoyens de ce service. Donc finalement, ma stratégie avec le président de la Poste était d'enrichir les tâches du réseau postal. Rapprocher les services de l'État et confier au réseau postal de nouvelles missions administratives, voilà une piste pour compléter l'emploi du temps des postiers. D'où la création de centaines de maisons de services au public qui, en regroupant des services comme Pôle emploi, les caisses maladie ou les caisses de retraite avec les services postaux, permettent des économies de coûts de structure. Ce bureau de poste maintenant depuis 1 an environ propose aussi une maison de service au public ici à Sahur. Cela fait partie des engagements d'ailleurs de la Poste. Ouvrir 500 maisons de service au public d'ici la fin de l'année 2016. Cet engagement a été rempli et ici à Sahur, depuis 1 an, c'est un bouquet de services complémentaires finalement qui s'est installé au-delà des services postaux avec des partenaires tels que la CARSAT, la MSA, Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale qui possède ici un site qui permet donc à leurs clients, à leurs usagers, de pouvoir travailler sur des transactions de premier niveau avec le concours de notre chargé de clientèle qui tient le bureau ici de Sahur et qui va pouvoir, parce qu'elle a été formée, renseigner aussi les clients sur une transaction, un renseignement sur leur retraite, un renseignement sur donc une recherche d'emploi. Voilà un bouquet de services, maison de service au public en partenariat qui est donc une transaction supplémentaire, un enrichissement de l'offre ici à Sahur.
Autre petite révolution à peine envisageable il y a encore peu de temps, d'anciens facteurs font désormais passer l'examen du code de la route. Ils ont été spécifiquement formés pour cette mission qui permet ainsi de raccourcir les délais d'obtention du précieux permis de conduire. Il est interdit de tricher pendant la session ou de parler entre vous. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction de passer toute épreuve pendant 5 ans. Mais on peut s'interroger sur le bien fondé de cette nouvelle activité. Est-ce bien une mission de service public que de faire passer l'examen du code de la route? Alors, je regarde pour qui sont les premiers recommandés. Le colis, il est là-bas. Et là, on va d'abord distribuer la partie sécable. Il faut équilibrer les comptes, martèle-t-on à la direction de la Poste, en multipliant les nouveaux services payants. Alors, la multiplicité des nouvelles tâches ne va-t-elle pas faire perdre le fameux lien social du facteur si cher aux Français? Les jeunes postiers qui se destinent vraiment au métier de facteur et qui font l'école des facteurs, eux, ils savent à quoi s'en tenir parce qu'ils ont déjà eu des expériences à la Poste, donc ils savent à quoi va ressembler le métier et en quoi va consister leur rythme de vie. Mais les CDD auxquels on a parfois recours parce que on est en manque de personnel temporaire, déjà les jours de doublure où ils viennent avec nous, ils trouvent que c'est fatigant et pourtant ils sont pas tout seuls, ils sont avec nous et puis nous on a quand même un certain rythme, on leur fait pas perdre de temps parce qu'on connaît la tournée et quand ils se retrouvent tout seuls Pour s'en sortir, la Poste mise aussi sur la force de son réseau pour vendre les services financiers de la Banque Postale. Pour cela, elle s'est lancée dans un vaste plan de formation des postiers. Et à l'heure où les grandes enseignes bancaires ferment des agences, la Poste au contraire compte bien profiter de son grand réseau pour jouer la proximité, notamment en direction des 5 millions de Français qui ne maîtrisent pas les usages d'Internet ou qui n'ont tout simplement pas accès aux nouvelles technologies. Car la Banque Postale reste dépositaire d'une mission de service public, l'accessibilité bancaire. La Banque Postale est une banque pas comme les autres. C'est la banque de tous. C'est la banque de tous les Français, de toute personne qui veut ouvrir un compte à la Banque Postale le peut, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa situation. Nous sommes réellement la banque de tous. Et nous avons à cet égard à la fois des missions de service public, l'accessibilité bancaire, qui touche une population de plus de 2 millions de personnes, et que nous assumons dans l'ensemble de nos bureaux de poste à vocation un peu sociale. Et ces clients sont des clients comme les autres, ils sont avec des offres comme les autres, et nous avons avec l'accessibilité bancaire la particularité d'utiliser le livret A comme un moyen de paiement pour ceux qui n'ont pas d'autres outils pour pouvoir faire leurs opérations de moyens de paiement. Nous sommes historiquement une très très grande entreprise. Et donc cette très grande entreprise, nous sommes en train de la transformer. Et pour transformer une très grande entreprise, il faut tracer la vision, donner le sens de notre transformation, que chacun la comprenne bien, que chacun sache qu'il a un avenir à la Poste, que nous construisons avec lui cet avenir à travers de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et que nous allons à la fois voir loin, collectif, et voir pour chacun. Donc j'ai commencé à la Poste par des postes saisonniers. Donc j'ai remplacé les facteurs pendant les vacances et de là j'ai appris qu'on faisait des formations de qualification facteur. Donc, une formation qui a duré 6 mois, d'où j'ai par la suite été embauché à Tourcoing. Donc pendant 8 ans je sortais en tournée. Donc j'ai chargé mon vélo, je partais faire de la distribution. Donc, quand je suis passé de facteur à guichet, j'ai suivi une formation initiale de 2 mois. Donc, pour apprendre tous les produits de la Poste et opérations bancaires. Même si elle a lancé une banque 100% en ligne, la Banque Postale compte bien continuer à profiter de son grand réseau. Dans son école de la banque, la Poste veut former ses salariés aux services bancaires de proximité, car il faut former les postiers pour les adapter aux changements à venir.
Des formations à la Poste, on en a tous les ans en fait. Normalement, nos encadrants de toute façon ont un objectif de formation, un certain nombre de jours par agent à attribuer et à effectuer. Donc moi j'ai effectué un parcours qualifiant sur une année entière en fait. Donc j'ai eu des formations en e-learning, comme on appelle ça, donc simplement sur logiciel par intranet, sur le campus de formation électronique de la Poste. Et j'ai eu des formations en présentiel aussi. Je suis allée une semaine à Montauban. On a eu des formations sur des produits commerciaux, sur les nouveaux services facteurs, sur le tutorat, sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Et si l'avenir de la Poste ne se trouve plus forcément à l'intérieur des enveloppes distribuées quotidiennement dans les 36 millions de boîtes aux lettres de l'Hexagone, c'est en revanche dans l'univers des colis et du commerce en ligne que l'entreprise semble avoir trouvé un second souffle. Le e-commerce fait partie des vagues de croissance et nous sommes sur cette vague de croissance. Nous sommes le premier opérateur de colis, bien sûr en France, avec nos 3 marques de colis, Colissimo, Chronopost, DPD. Mais début 2017, grâce à nos partenariats, nous sommes devenus le premier acteur de colis pour les particuliers dans l'ensemble de l'Europe. Ainsi, en 2016, la Poste a acheminé partout en Europe 1,4 milliard de colis et elle est donc devenue le partenaire incontournable des e-commerçants comme la Fnac qui réalise 20% de son chiffre d'affaires annuel sur Internet. Le nerf de la guerre dans nos activités, c'est le service. Et dans le service, singulièrement le délai, est un enjeu majeur de nos métiers. Nous avons des échanges courtois de négociation, tant sur le volet tarifaire qui est effectivement un enjeu important pour l'ensemble des acteurs, y compris pour la Fnac, mais également et surtout sur la partie service, à la fois sur les délais, mais également sur la qualité de livraison assurée par les livreurs de la Poste. Ça passe aussi également par le volet RSE, avec l'empreinte carbone qui est un sujet également pour nous. Donc tous ces volets-là font l'objet des discussions avec nos partenaires très régulièrement. Pour relever le défi européen du e-commerce, la Poste modernise ses centres de tri. Elle a même ouvert le plus grand centre européen, vaste comme 19 terrains de football, près de Birmingham en Grande-Bretagne. Les investissements de la Poste sont colossaux, plus de 900 millions d'euros en 2016, dont environ 10% à l'étranger. Le site sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui est à Hinckley, est le plus grand d'Europe. La Poste a investi ici plus de 100 millions d'euros. Notre site peut aujourd'hui traiter jusqu'à 750 000 colis, quelles que soient les conditions et à n'importe quelle période de l'année. Nous bénéficions également des meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché, ce qui rend évidemment notre travail beaucoup plus facile et efficace. Il y aurait donc une vie après le courrier et ce serait le colis. Notamment le marché énorme du e-commerce, 72 milliards d'euros en 2016 en France, un pactole pour la Poste. Mais la concurrence est rude et la course à l'excellence permanente. Nos partenaires sont extrêmement exigeants en ce qui concerne les services qu'ils attendent de nous, et aussi bien sûr de leurs clients qui sont ceux que nous livrons en bout de chaîne. Nous ne pouvons pas vraiment livrer plus vite que nous le faisons aujourd'hui, à savoir le jour d'après. Par contre, ce que les clients nous demandent, c'est de repousser de plus en plus tard l'heure à laquelle nous récupérons les colis à la veille de la livraison. Ce qui permet par exemple de commander de plus en plus tard sur Internet la veille. Pour nos clients les plus importants, nous récupérons des colis jusqu'à minuit pour livraison le jour d'après. C'est aujourd'hui l'enjeu majeur en ce qui concerne le traitement des colis. Les clients veulent également un maximum d'informations concernant leur livraison. Et nous avons créé un outil spécifique et unique sur le marché, puisqu'il permet à un public de plus en plus exigeant d'avoir la main sur leur colis, c'est-à-dire de pouvoir via Internet décaler l'heure de livraison pour un créneau horaire d'1 heure qui leur conviendra. Hello, track 0810, okay?
On l'aura compris, la Poste a réussi à se positionner comme un leader sur le créneau du colis. Mais c'est un secteur tellement stratégique pour les e-commerçants que certains poids lourds comme Amazon ou Cdiscount travaillent pour développer leur propre système de livraison. Ce qu'on peut faire de plus, c'est, à partir de notre socle, partenariat en Italie, constitution du numéro 2 du colis en Russie, investissement au Brésil, investissement au Vietnam, accélérer encore notre développement en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine autour du Brésil. Donc c'est un développement mondial. Pourquoi y a-t-il une forme privée de la Poste? Parce que la Poste s'est internationalisée. Donc elle est devenue un acteur économique qui investit, qui acquiert des participations, qui ramène d'ailleurs du cash pour compenser les baisses d'activité. Elle investit dans les activités de livraison de colis qui sont très lucratives partout dans le monde. Donc la stratégie d'internationalisation de la Poste est pour moi une manière de financer les missions de service public aussi. Nous avons lancé l'année dernière Chronopost Fresh, c'est-à-dire une chaîne du froid en express sur la totalité du territoire français. Ça marche très bien et nous le déploierons partout en Europe. C'est notre volonté de saisir les occasions de croissance. Alors à quoi ressembleront nos futurs bureaux de poste? Direction le centre de Paris. Ici on parle transformation des locaux mais aussi innovation et création de nouveaux objets pour les clients de la Poste de demain, y compris les plus jeunes et les plus connectés. Bonjour, bienvenue chez Yellow Innovation. Vous êtes ici dans l'espace d'innovation de la Poste, en plein cœur du Sentier. Donc vous avez là effectivement l'ensemble des équipes qui travaillent ou qui réfléchissent sur les nouveaux projets d'innovation du groupe. Bien évidemment un espace de coworking complet. C'est très simple, ici on développe des nouveaux services, des services d'évolution, des services de disruption sur l'ensemble de ce que peut faire la Poste aujourd'hui et peut-être demain. C'est-à-dire concrètement, on développe aussi bien des objets connectés que des services qu'on peut trouver sur des applications mobiles, concevoir aussi, pourquoi pas, des nouveaux bureaux de poste ou des évolutions dans les bureaux de poste. Je dirais que l'ensemble du champ du possible est totalement ouvert quand on a l'ensemble des actifs du groupe La Poste. Il faut bien savoir que le numérique est une chance pour le groupe La Poste, tout comme l'innovation est une chance pour l'évolution du groupe La Poste. Donc on ne renie pas ce que l'on est, on ne fait que compléter, réinventer ce que l'on est. Donc on est vraiment en train de concevoir l'innovation et l'évolution pour l'ensemble des publics, internes, externes, entreprises ou particuliers. Innover, un verbe qu'on entend beaucoup dans les services de management du groupe, innover comme clé de la survie. La Poste a même créé un lab postal, rendez-vous annuel de l'innovation autour des services postaux, regroupant des start-up partenaires chargés d'inventer de nouveaux services. Parmi les nouveautés de cette année, une boîte aux lettres connectée qui permet aux facteurs de savoir à distance s'il y a ou non du courrier à l'intérieur, un système qui permet aux facteurs de gagner énormément de temps lors de sa tournée. Mais la Poste reste un service public. La recherche de nouveaux modèles économiques doit se penser dans le cadre des valeurs de l'entreprise, comme la proximité ou le sens du service. Ce que nous présentons ici, c'est la démarche de conception des équipements qui vont venir équiper les nouveaux types de points de contact de la Poste dans une démarche exploitant au maximum les nouvelles technologies de manière à apporter des équipements moins onéreux en capacité d'offrir de nouveaux services. Donc nous avons jusqu'à présent développé des automates. L'objectif, c'était de développer cette fois-ci une caisse libre-service permettant à moindre coût d'offrir de nouveaux services à nos clients. Et donc nous avons conçu Calise qui exploite des périphériques standards, qui intègre un grand écran vertical sur lesquels les utilisateurs retrouvent un fonctionnement proche des smartphones.
Et la recherche de nouveaux clients va même plus loin, notamment en direction des plus jeunes, avec le souhait que l'apprentissage de l'épargne leur permette, par exemple, de devenir des clients fidèles de la Banque Postale. Alors, en fait, c'est une idée qui a germé au sein de l'équipe Yellow Innovation. On s'est dit comment on pourrait changer le mode de fonctionnement de Multiannée et comment on pourrait aider les enfants dans l'apprentissage de la gestion de leur argent et d'avoir les premiers éléments en termes d'épargne, de première approche de l'épargne. Et du coup, on s'est dit on pourrait imaginer cette tirelire connectée. On a travaillé ensemble pour imaginer quelle serait l'expérience optimale pour un enfant autour de ce concept de tirelire connectée. On n'est pas dans la recherche et développement et des choses totalement hors du business et hors du sol. On est là pour faire évoluer l'opérationnel, rapporter du chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Créer de nouveaux business, c'est l'obsession des dirigeants du groupe pour compenser les 40 millions d'euros de pertes mensuelles de la branche courrier. Et la Poste met les bouchées doubles pour rattraper le retard qu'elle a pris, notamment en ratant le virage du numérique des années 2000. Donc il n'y a pas de limite à la créativité et notre objectif c'est essayer de justement penser autrement et sortir du cadre. Donc effectivement on ne s'impose pas de limite et c'est comme ça qu'effectivement on peut essayer de disrupter certains marchés et penser autrement. Essayer d'être toujours les premiers, c'est le nouveau credo de l'entreprise, comme dans le transport de colis par drone. En décembre 2016, première mondiale, le groupe a mis en service une ligne régulière dans le Var de transport par drone. Dans le monde du e-commerce, où le fait de manquer une livraison est une source de perte d'argent pour les opérateurs et la première cause de désaffection pour les clients, ce nouveau mode de transport pourrait connaître un grand succès. Mais cette première est également un très bon coup marketing pour la Poste, en lui permettant de se donner une image d'entreprise à la pointe du progrès. Alors la Poste va-t-elle survivre à l'effondrement du courrier? L'entreprise, en multipliant les pistes et les innovations pour assurer son avenir économique, ne risque-t-elle pas à terme de devenir une entreprise comme les autres, laissant de côté ses missions de service public? Sur ce point, les avis divergent. D'une certaine manière, notre diagnostic, c'est que, en dépit de points positifs, il y a une fragilité accrue par les circonstances actuelles, entre la baisse du courrier, les taux d'intérêt faibles, la difficulté à faire émerger les nouveaux services, et donc la nécessité d'accélérer la transformation. C'est ça le titre de notre rapport, en disant que même si les choses ont déjà beaucoup bougé, elles vont devoir continuer à bouger, et probablement à bouger plus rapidement encore que ça n'a été le cas récemment. Didier Migaud et la Cour des comptes disent aussi dans ce rapport, et ça a été souligné par les journalistes, que notre entreprise a su se transformer, qu'elle a su prendre les risques d'une transformation profonde. C'est vrai, vous avez raison, ils nous reprochent de ne pas aller assez vite pour piloter cette transformation. D'abord, je peux les rassurer sur le fait que nous pilotons la vitesse de la transformation. Et je voudrais aussi leur dire que nous allons aussi vite que possible, car c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit nous accompagner et il faut convaincre 250 000 personnes de la nécessité de la vitesse de transformation. Je pense que ce serait très difficile d'aller plus vite. En 2020, notre objectif fondamental, c'est de maintenir la croissance de notre résultat d'exploitation et de maintenir la croissance du chiffre d'affaires. C'est ce que nous avons été capables de faire en 2014, en 2015, en 2007 et je l'espère en 2017. Plus fondamentalement, au-delà même de la croissance du chiffre d'affaires et du résultat, nous devons transformer la Poste, c'est-à-dire transformer l'équilibre du modèle d'affaires. C'est ça la clé de la transformation de la Poste. Ce n'est pas que du résultat en plus, c'est du résultat en plus au service des clients, au service des postières et des postiers, et au service d'une transformation profonde de notre modèle d'affaires. Il y a une évolution qui se profile. On en pense ce qu'on veut, mais en même temps, il y a une vraie évolution. Le numérique produit un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il faut conserver pour le facteur, c'est
la question du lien social et la question du service public. Donc, c'est-à-dire, et en même temps, laisser au facteur ce que nous on appelle le pouvoir d'agir, c'est-à-dire la maîtrise de son métier, c'est-à-dire prendre le temps de faire un travail de qualité et non pas d'être enfermé dans des objectifs financiers qui de toute façon ne vont faire que détériorer le service rendu en fait. Donc c'est ça le facteur de demain. Ce que sera son métier dans 10 ans ou dans 20 ans, il faut qu'il reste dans un cadre qui corresponde à ce que la population est en droit d'attendre de la Poste. La Poste, ben oui, je reste confiante en son avenir et j'espère pouvoir rendre le maximum de services aux clients avec leur accord et leur bienveillance. La Poste, c'est très moderne, c'est en avance sur sa vision de la société parce que ça donne la priorité au facteur humain. Alors la Poste est-elle engagée sur la bonne voie ? La tentation pourrait être, pour aller plus vite, de jeter par-dessus bord un certain nombre des fondamentaux qui ont forgé l'histoire du groupe. Mais selon de nombreux observateurs, ce serait une erreur fatale. De plus, les élus veillent. Pour eux, pas question d'abandonner les valeurs de proximité et d'universalité de la Poste. Un sacré défi qui rappelle en de nombreux points les enjeux auxquels est confrontée la France dans son ensemble. Rebonsoir, et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en s'interrogeant sur l'avenir de la Poste, qu'elle vit pour l'entreprise alors que s'effondre ce qui était pourtant sa raison d'être, la distribution partout en France du courrier. On va se poser la question ce soir avec, pour commencer, celui qui est l'auteur de ce documentaire que nous venons de voir, Philippe Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste. On va reparler avec vous de ce film, La Poste, le grand défi que nous venons de découvrir à l'instant. Nicolas Routier est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la Poste, en charge de la stratégie institutionnelle et de la régulation. Qu'est-ce qu'on entend par régulation ? C'est toutes nos relations avec tous les organismes qui nous contrôlent, par exemple l'ARCEP, qui est notre autorité de régulation sectorielle, oui. La Cour des comptes, l'autorité de la concurrence, la Commission européenne, etc. Nous sommes une entreprise très encadrée, régulée et contrôlée, ce qui est bien normal puisque nous sommes l'entreprise de tous les Français. Bon, on comprend mieux. Janine Dubié est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée non inscrit des Hautes-Pyrénées. Votre cœur est tout de même toujours du côté des radicaux de gauche, mais vous êtes non inscrit à l'Assemblée nationale. Surtout des radicaux de gauche. Vous êtes membre de la Commission supérieure du numérique et des postes, la CSNP. C'est une commission paritaire où on se trouve à la fois députés et sénateurs. C'est entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Merci d'être avec nous ce soir pour ce Droit de Suite. Christophe Alice est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique au quotidien Libération. C'est vous, le chef du service Futur du quotidien. Futur à Libération, ça englobe quoi exactement ? Futur, c'est l'économie, mais justement avec ce prisme de la révolution technologique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Donc on parle beaucoup de numérique, de transformation, et c'est pour ça que la Poste est un bon cas d'école de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on va pas refaire l'histoire de la Poste dans cette émission ce soir. C'était d'ailleurs pas l'objet de votre documentaire. Vous, ce qui vous a préoccupé, c'est l'avenir de cette entreprise après les chocs et les mutations à laquelle elle a dû faire face. Qu'est-ce qui a motivé profondément l'envie de faire ce documentaire ? Je voulais savoir ce qui se cachait derrière les petites voitures jaunes. Parce que la Poste, on a tous l'impression de connaître. D'ailleurs, c'est un service public qu'on s'est approprié. On dit « mon postier »,« mon bureau de poste ». Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? On ne le sait pas. On voit des personnes qui viennent chez vous apporter une lettre, parfois des mauvaises nouvelles, parfois un colis. Ouais. Et comment ça fonctionne ? Comment tout ça fonctionne ? Et j'ai voulu plonger en immersion dans cet univers. Et ce que j'ai découvert, c'était pas du tout ce que j'imaginais au départ. Je croyais avoir affaire. Qu'est-ce que vous imaginiez au départ ? J'imaginais une entreprise encore un peu poussiéreuse, alors qu'on se souvient qu'elle avait un peu loupé le virage du numérique au début des années 2000. Et puis finalement, pas du tout. C'est une entreprise très moderne qui a poussé très très loin la modernité jusqu'à, pour une fois, prendre un patron qui n'est pas issu du sérail, qui n'est pas issu de la fonction publique, qui est un banquier. Alors on imagine ce que ça a pu donner. Et c'est un univers passionnant que j'ai découvert en réalisant ce reportage avec des gens
profondément humain. L'humain, c'est vraiment le signe de fabrique des gens qui travaillent dans cette entreprise. C'est l'entreprise préférée des Français, la Poste. À 91%, oui, c'est tout à fait étonnant. Mais c'est aussi un chiffre qui s'explique. Parce que c'est la seule entreprise dont on rencontre les salariés, les agents, tous les jours. Quelqu'un d'EDF, GDF, vous ne le rencontrez pas. Quelqu'un de Veolia, vous ne le rencontrez pas, sauf quand vous avez un problème de fuite d'eau chez vous. La Poste, tous les jours, 6 jours sur 7, c'est dans le contrat de service public, il y a un facteur qui passe devant chez vous. Alors vous avez pris le pouls aussi à l'intérieur de l'entreprise, hein, des syndicats, des postiers, des facteurs. Comment elle est l'ambiance dans l'entreprise une fois qu'on a fini ce tournage ? Alors, les gens croient à l'avenir de l'entreprise, mais se posent quand même de nombreuses questions. Ils se demandent, est-ce qu'on n'est pas au-delà de nos missions de service public ? Est-ce que je suis encore postier ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans un bureau de poste et que vous voyez, par exemple, qu'on vous vend des détecteurs de fumée, qu'on vous vend des téléphones portables, on se dit, est-ce que c'est vraiment le boulot des postiers ? Autre on va se le demander aussi dans cette émission. Et récemment, il y a une grosse campagne qu'a lancée la Poste pour lancer un système où on surveille, on va visiter les personnes âgées, etc. Beaucoup de facteurs m'ont dit, ils sont bien gentils à la direction de la Poste de faire ça. Mais ça, nous, on le faisait avant. Et c'était gratuit, c'était dans nos missions, c'était dans notre relationnel avec les gens. Maintenant, on finance ça, on le fait payer aux gens, on le monétise. Et ça passe beaucoup moins bien dans le milieu de la Poste. En tout cas, la Poste a dû faire face à un énorme défi, une énorme mutation. Et c'est ce que vous nous expliquez très bien au début de ce documentaire. Et vous avez rencontré pour ça d'ailleurs une factrice qui nous parle dans ce documentaire. On l'écoute, c'est Karine Royer. On est obligé de se rendre compte de la baisse de volume de trafic du courrier. Pour moi, la première chose qui a fait mal au courrier, c'est l'apparition de la carte vitale, parce que toutes les feuilles de soins papier qui ont été supprimées à ce moment-là, ça représente quand même un énorme volume de courrier. Donc aujourd'hui, ça continue parce que la dématérialisation du courrier avec Internet, les factures, les déclarations d'impôts par exemple. Fondamentalement, c'est la révolution numérique. C'est très simple. Les SMS, les mails ont remplacé les lettres. Et pour vous donner les chiffres, 18 milliards d'objets transportés en 2008, moins de 11 milliards d'objets transportés en 2017. Oui, alors c'est un double choc, évidemment, le numérique. Ça, c'est Philippe Val qui parle, c'est votre président, qui nous explique finalement quel a été ce choc. C'est le début des années 2000, donc l'avènement du numérique. Et puis finalement, on correspond aujourd'hui par mail, via le numérique, par SMS, par smartphone. Ce qui est moins dit dans ce documentaire, c'est qu'il y a aussi l'abandon du monopole de la distribution du courrier par la Poste en France. Ça, c'est une directive européenne qui a fait son chemin. Et puis aujourd'hui, vous n'avez plus, la Poste n'a plus le monopole de la distribution du courrier. Double choc. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous l'aviez un tant soit peu anticipé ? C'est pas toujours facile d'anticiper les choses. Ce choc du numérique, ce choc de l'abandon du monopole, est-ce qu'il avait été bien anticipé dans l'entreprise, à votre avis ? Nous avions anticipé depuis longtemps la fin du monopole, puisque c'est effectivement une construction européenne qui s'est étalée sur un peu plus d'une dizaine d'années, donc nous nous y attendions et nous étions prêts en 2011. Donc le monopole, oui. Oui. Sur la transformation des communications vers le numérique, nous l'avons vu venir aussi, nous l'avons anticipé. D'ailleurs, nous avons des offres. Par exemple, la lettre commandée électronique a été lancée en 2003. Donc oui. Maintenant, que la baisse des volumes du courrier soit aussi rapide, brutale à partir de 2008, de 5 à 6% par an, c'est-à-dire 700-800 millions de lettres par an. Aucune poste dans le monde, aucun prévisionniste dans le monde n'avait anticipé la vitesse, la brutalité, la soudaineté de cette diminution. Alors on va regarder d'ailleurs un camembert. Qui figure également dans votre documentaire. Le courrier, c'est encore 47% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le transport des colis, aujourd'hui, c'est 26% et la banque, c'est 24%. Puis il reste 3% pour ceux qui sont mathématiciens. Pour faire 100%, il manque 3% sur le camembert que nous voyons sur cette image. Et ce sont les autres activités que vous essayez de développer. Les jeunes pousses. Ouais. Alors, je m'adresse à l'élu du territoire, la représentante finalement des territoires avec vous. Là aussi, il y a eu un double choc. Il y a eu le numérique, bien sûr, ça c'est valable pour tout le monde. Et puis il y a la désertification, le fait que finalement on déserte les territoires ruraux, peut-être
précisément aux Pyrénées, pour aller dans les en secteurs périurbains, les secteurs urbains. Ça, c'est le double choc auquel ont dû faire face les élus locaux avec la Poste sur le terrain. C'est ça. C'est un mini-drame à chaque fois qu'on ferme une poste. C'est ça. Mais en fait, parce que je rajouterais un autre choc qui est un choc plutôt psychologique. C'est-à-dire que pour le citoyen, la Poste, qui est aujourd'hui une entreprise publique, reste un service public. Dans l'inconscient collectif des gens, c'est un service public. Et donc, quand il y a effectivement une poste qui ferme sur un territoire, ou bien qui réduit ses horaires, ça devient immédiatement une catastrophe et le député est saisi. Et donc, oui, parce que c'est bien de le rappeler, c'est pas un service public en tant que tel. C'est pas, voilà, il n'y a pas des fonctionnaires aujourd'hui à la Poste. Il y en a qui en ont peut-être encore le statut, mais la Poste c'est une société anonyme à capitaux publics encore, certes aujourd'hui. 75% du capital c'est l'État français et puis 25% c'est la Caisse des dépôts de consignation. Mais c'est pas un service public. Eh oui. Non, c'est pas un service public. Et du coup, l'enjeu pour le parlementaire, c'est d'arriver à faire comprendre à la fois aux élus locaux, mais aussi à la population, qu'il y a effectivement cette baisse du courrier, il y a aussi une baisse de fréquentation des bureaux de poste, et que du coup la Poste elle est obligée de s'adapter, de trouver de nouvelles formes de présence sur le territoire. Et alors, les points de contact qu'on voit dans ce documentaire, ça. Alors, prenons l'exemple peut-être des Hautes-Pyrénées ou d'autres territoires que vous connaissez bien, territoires ruraux. Ça, c'est bien accepté localement. Alors, c'est tout un travail c'est tout un travail de pédagogie. C'est vrai que quand vous dites à un maire ou quand la Poste vient pour dire je vais transformer le bureau de poste ou je vais vous proposer de le transformer en agence en agence communale postale, c'est compliqué pour le maire. Il comprend pas trop pourquoi, comment. Il dit c'est un désengagement et pourtant on paye pour ça. Mais en même temps, quand on arrive à le mettre en place, quand on rencontre ensuite les gens un peu plus tard, ben ma foi ils y trouvent intérêt parce que ça permet aussi de maintenir d'autres services sur le territoire. Je pense également aux relais commerçants. Souvent, la Poste va travailler avec un commerçant, donc ça permet de maintenir l'épicerie, le bureau de tabac. Donc ça fait une activité complémentaire. Et je trouve que la forme la plus aboutie pour moi, c'est la maison de service au public. Parce que la maison de service au public, ça permet aussi de réintroduire d'autres services qui avaient quitté le territoire et ça leur permet de nouveau d'avoir un ancrage territorial. Donc je pense à la MSA, je pense à la CPAM, à la CARSAT. Donc il y a une forme de guichet unique pour, voilà. Et pour prendre l'exemple de services publics, l'exemple des Hautes-Pyrénées, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. On a au travers du précédent contrat de présence postale, on a réinstallé donc deux maisons. On a installé 2 maisons de services publics. On a aujourd'hui 44 agences communales de poste et on a 2 facteurs guichetiers. Voilà. Donc c'est des formes diverses. Mais moi, ce qui était le plus important pour moi, c'est que dans le nouveau contrat de présence postale, c'est qu'on maintienne les 17 000 points de contact. Quel que soit 17 000 points de contact. Mais ça, c'est important. Ça peut être des points relais, ça peut être des postes. Ça, on a pu le garder dans le contrat. Avec souvent des amplitudes horaires, d'ailleurs, qui sont élargies. Alors ça, on l'a vu dans le documentaire. Voilà. Ça, c'est intéressant. Une épicerie dans un bourg, aujourd'hui, c'est les horaires, c'est 6 jours et demi par semaine. C'est le client qui dit on ne pourrait pas revenir en arrière. C'est ce que dit Madame la députée. Il faut accompagner le moment où la forme de la présence postale change. Pas usager. Le client usager, bien sûr, à partir du moment où il paye, il est aussi client. Et il faut accompagner la transformation. Usager aujourd'hui à la Poste. On dit client, on dit usager. Ça a changé ça aussi, c'est client maintenant. Ah, c'est pas la même culture. L'important est le respect et le service, plus que le mot. Donc il faut accompagner le changement, mais après les gens ne veulent pas revenir en arrière. C'est vrai aussi pour les 500 maisons de service au public qu'on a ouvert en 18 mois quand même. Voilà. Et ça, c'est du service public, parce qu'on peut être une entreprise publique et avoir des missions de service public. Elles sont d'ailleurs inscrites dans la loi, Madame la députée le sait bien. Et vous êtes financé pour, d'ailleurs. Partiellement, tout à fait. Et 170 millions par an pour financer tout de même ces points relais. Ils sont consacrés au réseau, notamment rural, au réseau de proximité. Nous restons premier réseau de proximité. La question que je voulais vous poser, est-ce que la Poste, pardonnez-moi l'expression, c'est pas une entreprise qui a les fesses entre deux chaises finalement? C'est-à-dire qu'il y a cette mission de service public. Et là, on vient d'entendre que Dieu sait si elle est importante sur nos territoires. Et puis, c'est une entreprise qui perd aujourd'hui 40 millions par mois, avec cette baisse, cette chute de distribution de courrier. Et donc, qui doit gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on tient les 2 cordes de la bourse? C'est une entreprise qui le film d'ailleurs, je trouve, le montre très bien.
c'est une entreprise qui se retrouve un petit peu dans un cas d'école unique, c'est-à-dire que par certains aspects, elle fait encore des métiers, disons, traditionnels, qui sont pas très différents de ceux qu'elle faisait il y a quelques décennies. Elle est là sur le territoire rural, elle va distribuer le courrier, et puis maintenant elle met aussi du service de proximité dedans. Hein. On l'a bien vu quand la personne va avec ce couple de personnes âgées chez eux pour service faire à la un personne, point, service à la personne. Ça, c'est une des grandes idées, donc la proximité. Et en même temps, la Poste, elle est aujourd'hui devenue une concurrente d'Apple et de Google. C'est-à-dire qu'elle fait les mêmes métiers dans le numérique qui sont aujourd'hui les métiers donc de ces GAFA, de ces très grosses entreprises du numérique. Et donc voilà, la Poste, elle est dans une multitude d'activités incroyables. Et dans ces nouvelles activités, bien sûr, il y a beaucoup de gisements d'activités et d'emplois. Il y a aussi une concurrence terrible. Il y a des besoins d'investissement qui sont colossaux. Il y a un besoin de transformation numérique qui est énorme. Donc c'est une révolution culturelle et c'est assez admirable. Il faut réussir effectivement à maintenir dans la même entreprise un postier en milieu rural et un développeur arrivé de la Silicon Valley. C'est une énorme ou à peu près. conséquence en matière de ressources humaines. On en parlera tout à l'heure, mais pour illustrer ce que vous venez de dire, on va réécouter Justine Pegg. Il est responsable des opérations d'une filiale de la Poste, DPD. On est à Birmingham, là. Regardez. Le site sur lequel nous nous trouvons actuellement, qui est à Hinckley, est le plus grand d'Europe. La Poste a investi ici plus de 100 millions d'euros. Notre site peut aujourd'hui traiter jusqu'à 750 000 colis, quelles que soient les conditions et à n'importe quelle période de l'année. Nous bénéficions également des meilleures technologies actuellement disponibles sur le marché, ce qui rend évidemment notre travail beaucoup plus facile et efficace. Il y aurait donc une vie après le courrier et ce serait le colis. Notamment le marché énorme du e-commerce, 72 milliards d'euros en 2016 en France, un pactole pour la Poste. Mais la concurrence est rude et la course à l'excellence permanente. Justin Pegg, il est postier, Justin Pegg? Il est postier, enfin il appartient à DPD Group, donc la grande filiale de la Poste qui gère tous nos paquets. Je crois que c'est 11 milliards de paquets par an en Europe. Et il se sent vraiment appartenant à ce groupe, à cette entreprise française, qui est quand même assez surprenant pour un Britannique. Alors c'est vrai que le e-commerce, ça va peut-être être un des éléments qui va sauver la Poste. Ça c'est sûr. Oui. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que le business model des e-commerçants, c'est de vendre pas cher et de faire des économies sur tout le reste. Et faire des économies sur tout le reste, c'est faire des économies sur l'expédition. Donc il y a des négociations très difficiles entre les e-commerçants, par exemple la Fnac, par exemple Amazon, et la Poste pour obtenir les meilleurs tarifs. Là, on est dans un secteur, et vous l'avez dit, ultra concurrentiel. Oui. C'est pour ça que c'est très important. Quel choc de culture quand même là. Oui, nous avons toujours vendu. Ça fait depuis des décennies, nous vivons de ce que nous vendons. Nous avons l'habitude, mais c'est vrai que c'est sur un nouveau marché. Et c'est pour ça que c'est important que nous soyons partout en Europe. Nous sommes maintenant le premier réseau routier européen de colis. Nous sommes numéro 2 en Allemagne, numéro 1 ou 2 selon comment on compte en Royaume-Uni, numéro 1 en Pologne, numéro 1 en Espagne. Nous sommes maintenant numéro 1 en Russie, évidemment numéro 1 en France. Ça va sans dire. Nous avons un partenariat très fort avec le numéro 1 italien. Donc nous sommes présents partout et c'est parce que nous sommes présents partout que nous pouvons offrir un service à ces grands e-commerçants. Numéro 1, vous l'avez dit, notamment en Europe, vous l'avez dit. Tout à fait. Dans une branche particulièrement capitalistique, ces marchés très très concurrencé. J'insiste, mais là on est vraiment sur un choc de culture. Je ne sais pas si Justine Pegg fait partie des séminaires, si ça existe, des dirigeants de la Poste. Il parle avec son collègue qui lui-même est directeur d'une région postale. Je ne sais pas comment vous fonctionnez exactement. Ils parlent et ils font des affaires ensemble et ils apprennent ensemble et c'est un des 24 000 postiers qui travaillent hors de France aujourd'hui. Il y en a par exemple plus de 10 000 en Allemagne. Ce sont nos collègues parce qu'ils participent de la transformation de la Poste, de la pérennité de la Poste, parce que ça donne aussi du travail en France aux facteurs qui distribuent ces colis. Donc tout ça, c'est une économie de réseau. Donc dans une économie de réseau, on est solidaire, on est ensemble et on fait face aux mêmes défis. C'est là qu'est l'avenir pour l'essentiel. On profite aussi des innovations
que notamment nous ont apporté nos amis britanniques. C'est ce qui explique notamment justement que la Poste aujourd'hui soit une entreprise publique, parce qu'aujourd'hui elle a besoin de se développer énormément à l'étranger, de faire des acquisitions à l'étranger, d'ouvrir des filiales. Donc effectivement, on est assez loin de l'image traditionnelle. Vous voyez où je veux vous emmener, mais enfin si on ouvrait le capital de la Poste, si on privatisait, on aurait, ça donnerait beaucoup plus de capitaux à la Poste pour se développer à l'étranger. Ce serait ça la logique capitalistique. Peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a un certain nombre, je crois, il y a un certain nombre de postes étrangères, je crois, qui maintenant ont été privatisés ou sont sur la voie de la privatisation et de l'ouverture du capital. Mais ça peut paraître effectivement, alors je vais pas regarder le dossier dans les détails, mais ça peut paraître effectivement important à un moment où justement la Poste a fait beaucoup d'acquisitions. Hein, c'est assez là, elle fait des acquisitions d'une manière très très importante. Encore et pour ça, il faut la semaine dernière, KissKissBankBank, un service de crowdfunding comme on dit. Et là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir acquérir des entreprises. Et comme en plus Philippe Val nous a dit que ce qui était important pour lui, c'était de continuer à maintenir le résultat. C'est pas facile. Augmenter le chiffre d'affaires, maintenir le résultat, et acquérir. Est-ce que la Poste n'est pas en train de perdre son âme et de quitter à peu ce terrain du service public justement qu'on a évoqué ensemble? Mais c'est tout pas le risque. Hein. En fait, c'est tout le paradoxe de la Poste et que vous soulevez là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'internationalise, elle a une activité extrêmement concurrentielle à l'extérieur de nos frontières, sauf que dans la tête du citoyen, ça reste le service public de proximité. Et donc je pense que ça, c'est un véritable défi d'arriver à articuler les deux fonctions et à faire que ce service de proximité auquel le Français est très attaché puisse continuer à exister, comme on l'a dit, sous différentes formes. Parce que je ne crois pas que dans la tête du citoyen lambda, il imagine toutes les activités internationales qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et puis demain, on l'a vu un petit peu dans le documentaire, la Poste, elle veut monétiser. Donc tous ces gens qui sont ces usagers, notamment parfois dans des zones rurales ou dans des petites villes, la Poste va essayer de leur proposer des services additionnels et des services qui seront payants. Ouais. Donc ça fera encore un autre choc. Notamment l'aide à la personne. Alors je vous propose de voir cet extrait de ce documentaire, puis on en parle après, de cette monétisation de certains services par la Poste. Regardez, l'aide à domicile vue par vos yeux dans ce documentaire. Alors, comment que ça va les enfants, tout ça? Oh, ça va bien, oui, ils sont à l'école. Ah, c'est bien. C'est notre retraite complémentaire. Ils nous ont fait des propositions. On avait le choix entre choisir avoir, comment dirais, une visite du facteur. Du facteur une fois par semaine. Ou alors des coups de téléphone pendant 2 heures, plusieurs heures. Quoi. On a préféré prendre la visite du facteur. Et puis on est bien content, quoi. C'est agréable, quoi. Ça nous rassure, quoi. Puis ça nous apporte un peu de l'extérieur. Puis il faut dire que Simone, elle a travaillé à la Poste dans le temps. Oh, quand j'étais jeune. Oui, mais c'était des heures simplement qu'elle faisait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. C'est un facteur qui... Alors là, c'est une trop longue histoire. C'est une histoire, une drôle d'histoire. Ouais, comme quoi la Poste est encore une histoire humaine. Vous parliez d'humanité tout à l'heure. Alors là, c'est la preuve avec cet extrait. Voilà 2 personnes qui s'étaient rencontrées à la Poste et qui maintenant ont à faire donc une forme de service à domicile grâce à la Poste. C'est bien ça. Voilà, et Simone, pour la petite histoire, Simone répondait aux lettres de celui qui allait devenir son mari, qui faisait la guerre, qui était sur le front de la Seconde Guerre mondiale. Enfin cette scène-là, on aurait pu la voir dans le temps. On se passait. Le facteur pouvait se passer, s'arrêter prendre un café ici ou là. C'est bien le problème. Voir l'apéritif même de temps en temps. C'était gratuit. Non. Maintenant il faut payer. Enfin, c'était gratuit. En même temps, le postier n'avait pas une fonction professionnelle, alors que là, en fait, on voit l'aspect, mais
de plus en plus, c'est un relais sur la santé, sur les problèmes, etc. Donc les postiers vont aussi être formés. Il y a deux choses très différentes. Ça va aussi être un vrai métier. Il y a deux choses. On connaissait Marcel ou Germaine, la factrice ou le facteur de son village du fin fond de la Nièvre, et on disait tiens, quand on y allait pour les vacances, vous pouvez pas aller passer voir mes parents, et ça se faisait comme ça. C'était puis à la limite ça se terminait par un cadeau au facteur ou à la factrice. Aujourd'hui, ce qui pose problème, et ça les facteurs et notamment les représentants syndicaux nous l'ont dit, c'est qu'il y a cette monétisation de quelque chose qui se faisait un petit peu de gré à gré comme ça. C'était le petit plus. Et ça passe très très mal. Enfin, qui n'était pas du service professionnel. C'était pas reconnu comme un service. D'ailleurs, je vais vous laisser répondre. Avant, j'aurais voulu votre avis. Ça fait partie des métiers que peuvent exercer aujourd'hui les postiers et les postières françaises. Ou alors là, on s'égare complètement à vos yeux. Alors non, enfin, je pense qu'on ne s'égare pas, mais en même temps, il faut que ce soit quelque chose de bien encadré, de façon à pas empiéter sur des services d'accompagnement et d'aide à domicile qui existent déjà. Mais je rajouterais un autre phénomène. Il y a effectivement le facteur qui pouvait faire ça quand il portait le courrier, prendre une tasse de thé. Mais il y a aussi le fait que c'était aussi une fonction qui était remplie par le voisinage. Et que souvent, dans des campagnes, dans des villages, c'était le voisin qui jetait un œil de savoir si le volet il était ouvert, si la personne finalement. Et aujourd'hui, avec la désertification de nos campagnes, c'est vrai que les voisins, il est souvent plus âgé que vous, ou il est déjà rentré en établissement d'accueil pour personnes âgées. Donc je pense que ça vient aussi se substituer un peu à toutes ces fonctions sociales qui étaient remplies de façon... alors, je vais pas dire bénévole, mais en tout cas qui faisait partie du bien vivre ensemble. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain-là, sur cette idée de développer cette activité qui, a priori, comme ça, n'a rien à voir avec l'activité de base? Ça va avoir une autre activité de base parce que la Poste, c'est la proximité, parce que la Poste, ça va être une entreprise utile au pays. Et il y a un gigantesque besoin, avec plus d'1 million de donagénaires, de maintien à domicile. Et c'est ce service-là qu'on propose. Et il est complémentaire à la fois de ce que font les facteurs, de sourire, d'être le sourire, comme dit très bien la factrice dans ce reportage, d'être aimable avec leurs usagers ou leurs clients. Ils continuent et ils continueront à le faire, ça n'est pas le sujet. De même, c'est complémentaire de ce qui existe par ailleurs dans les campagnes. Là, c'est un nouveau service professionnel qui comporte une visite, un jour donné, qui donne lieu à un retour d'information vers les enfants, par exemple, puisque le service s'appelle Veiller sur mes parents, le nom est, je crois, assez explicite, qui s'accompagne d'un service de téléassistance par des facteurs qui sont formés. On avait fait une formation avec le pôle de gérontologie de Nantes, par exemple, donc qui est tracé avec un retour d'information. Donc c'est quelque chose de différent. C'est pas juste le sourire en passant quand on remet le journal ou le recommandé, que bien sûr nos facteurs vont continuer à faire. On leur a pas demandé d'arrêter de sourire. Si je demande à recevoir un postier X fois par semaine, ça va me coûter combien? Il y a plusieurs tarifs selon le nombre de fois par semaine. Ça commence à 20 €, en sachant qu'il y a aussi un service de téléassistance. C'est un service qui est beaucoup utilisé par les enfants qui habitent très loin de leurs parents isolés. Et une fois de plus, il est complémentaire des services d'aide ménagère, par exemple, ou des services à composition médicale. Nous ne demandons pas du tout à nos facteurs de faire des soins. Se pose quand même, moi je dis quand même, se pose la notion de la responsabilité. C'est-à-dire que quand le facteur il va passer dans le cadre du contrat pour rendre visite, s'il repère quelque chose qui fait que la personne il voit qu'elle est pas bien, qu'elle lui répond pas correctement à la question qu'il lui a posée et tout, quel est le retour ensuite qui se fait? Parce que là du coup il va la voir, il voit quelque chose. Comment est exploitée cette interrogation? Parce que c'est un problème vous avez peut-être la réponse, responsabilité. Et puis après, on va parler de la manière dont cette nouvelle mutation, cette stratégie est acceptée ou pas d'ailleurs par le personnel de l'entreprise. Nos facteurs sont formés, le service est encadré par les conditions générales de vente et le facteur doit faire le signalement en posant les questions pour lesquelles il a été formé. Donc tout ça est juridiquement strictement encadré. D'ailleurs, c'est aussi un des intérêts de ce service, d'offrir une sécurité juridique qui n'existait pas toujours à nos facteurs. Alors j'avoue que quand j'ai vu votre documentaire, je me suis vraiment demandé comment on pouvait devenir de facteur à peut-être cadre dans une entreprise qui livre des colis, piloter un drone, puisque ça aussi c'est le futur, ça a été montré dans le documentaire. Il y a aujourd'hui une ligne assez régulière de livraison de colis par drone. Bon, est-ce que ça concrètement dans l'entreprise c'est bien organisé, ça commence à prendre forme? Qu'est-ce que vous avez ressenti du côté du personnel? Comment est-ce que la mutation se fait du côté des ressources humaines? Parce qu'on a quand même des exemples assez malheureux de mutation d'entreprise. Je pense à France Télécom. Il y a
eu quelques cas de suicide aussi à la Poste, qui ont été soulevés d'ailleurs par un certain nombre d'experts. Pas beaucoup, si on compare au nombre de personnel de cette entreprise, 251 000 personnes. Mais un cas de suicide suffit à alerter évidemment sur la température humaine de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Il y a 80% des salariés de la Poste qui, à un moment ou à un autre dans l'année, vont bénéficier d'une formation. Alors ça peut être une formation de quelques heures, de quelques jours. Il y a même des centres de formation. Je parle 3 jours en moyenne, vous avez raison. Et d'ailleurs, je crois que Karine, notre factrice du Lot, elle a suivi toutes ces formations. Elle a même été au-delà puisque elle a représenté la Poste au fameux CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Donc imaginez cette factrice du Lot vendant les nouvelles technologies de la Poste. Je me suis dit, vous l'aviez bien choisi aussi dans le documentaire. C'était la question que je me posais. Des Karines, il n'y en a peut-être pas partout à la Poste. Elle nous paraissait étonnante. Elle nous paraissait formidable. étonnante parce qu'elle était à la fois dans la tradition. Elle dit au début, je me souviens quand mon père était facteur, je me souviens de l'odeur des sacs de toiles de jute à la Poste, ils habitaient au-dessus. Ils habitaient au-dessus. Et puis on nous explique qu'elle part à Las Vegas, donc de cette grand-messe des nouvelles technologies, pour vendre les nouvelles technologies de la Poste. On dit tiens, là il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on voulait absolument la rencontrer. Mais pour en venir à la formation, on sent qu'il y a beaucoup de formations. Mais je suis pas sûr. Il n'y a pas du blues. Là, vous me parlez de formation, mais est-ce qu'il y a un blues dans cette entreprise, un blues de mutation des métiers? Est-ce que les choses... On le ressent un peu. Un petit peu. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même eu, je crois, la dernière, c'était à la fin de l'année 2016, où bon, il y a eu un droit d'alerte, les syndicats se sont inquiétés. On est à la Poste aujourd'hui, comme on le dit dans le monde des nouvelles technologies, dans le monde, d'ailleurs la Poste le dit ouvertement, dans le monde de la disruption. La disruption, ça consiste à disons, inventer de nouvelles activités qui vont détruire des anciennes activités. Le monde aujourd'hui du numérique, c'est pas un monde de bisounours. C'est-à-dire qu'on invente des nouvelles activités qui rendent parfois totalement obsolètes des anciennes. Alors tout le pari de Philippe Val, depuis plusieurs années, c'est d'arriver à cette transformation numérique graduelle de la Poste. Mais on sait aujourd'hui que les nouvelles activités développées par la Poste, qui font quelques dizaines de millions d'euros d'activités par an, ne suffisent pas à compenser la baisse du courrier et que d'autre part, cette culture numérique étant tellement spécifique que la Poste a créé une sorte d'atelier de Yellow, d'atelier dans le centre de Paris, dans lequel finalement, c'est de la recherche, comme dans beaucoup d'activités, dans beaucoup d'entreprises, on isole un peu les gens dans une bulle numérique parce que pour ensuite essayer de diffuser dans le reste de l'entreprise. Et il est évident que dans les années qui viennent, notamment si la Poste n'arrive pas à compenser la baisse du courrier et que ces activités nouvelles n'arrivent pas à représenter un chiffre suffisant, on va quand même avoir aussi un choc qui pourrait se traduire sur le plan de l'emploi. Et je pense que là, les postiers qui font confiance à Philippe Val sur cette transformation graduelle de l'entreprise ressentent cette tension qui est aujourd'hui, je pense, une tension permanente pour la Poste. Et d'ailleurs, qu'a récemment, et c'est évoqué dans le documentaire, sur laquelle a récemment mis en garde également la Cour des comptes. Alors, la députée que vous êtes, là, a peut-être un avis sur cette question. Là. Les ressources humaines à la Poste sont-elles à la hauteur de la mutation de cette entreprise à laquelle nous avons assisté dans ce film? Et ensuite, bien sûr, je vous donne la parole. Alors, pour recevoir assez régulièrement les organisations syndicales de la Poste, on est très sollicité aussi au travers de toute cette métamorphose, cette transformation des métiers. C'est vrai que même si la Poste fait beaucoup d'efforts en matière de formation, je pense que l'appropriation par l'ensemble du personnel est compliquée et parfois je pense qu'il y a aussi un rôle qui n'est peut-être pas suffisamment assumé par l'encadrement intermédiaire. Je pense qu'il y a aussi au niveau de la Poste des gens, il y a le postier de base certes, mais il y a aussi au niveau de l'encadrement, il faut aussi qu'ils soient en capacité d'accompagner leurs salariés dans ces changements de métier, cette montée en compétences. Alors on rencontre des gens, moi j'ai rencontré des facteurs guichetiers qui sont enchantés parce que ça leur a permis de quitter le métier de distribution du courrier et d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir exercer d'autres fonctions d'accueil, de renseignement et on voit des gens épanouis. Mais je pense quand même que, comme vous l'avez dit, ça va très vite. Et comme ça va très vite, au sein des équipes quand même, il y a un nécessaire temps d'adaptation
qui est peut-être pas suffisamment pris en compte. Bon, alors on va écouter ce que vous avez à nous en dire en tant que directeur général adjoint de la Poste. La Poste, c'est une entreprise de main-d'œuvre, c'est une entreprise profondément humaine. On l'est dans la relation avec les Français et ses clients. On l'a vu, elle est aussi au sein de l'entreprise. C'est vrai qu'on est tous ensemble dans cette transformation qui va vite. C'est une transformation qui va vite. Et la Cour des comptes vous demande d'aller encore plus vite. On l'a vu dans ce documentaire. Elle reconnaît que nous sommes dans une logique de transformation. C'est à nous de gérer les horloges et c'est à nous d'être, et au président Val de gérer le rythme de cette transformation et nous nous y employons tous les jours. Cette transformation, elle est encadrée. On a signé un accord majoritaire, un avenir pour chaque postier qui donne aussi le tempo et qui encadre cette transformation. On a un effort de formation qui a doublé. C'est plus de 3 jours par agent. Vous l'avez cité, c'est important. On a eu l'an dernier à peu près 15 000 promotions. On a 20 000 postiers qui sont embarqués dans des parcours qualifiants, comme par exemple ces facteurs guichetiers que vous avez cités, la priorité, Madame la députée. Bien, je crois qu'il y a 90 000 facteurs ou factrices encore dans l'entreprise sur les 250 000 salariés que j'ai évoqués tout à l'heure. La priorité, évidemment, ça porte essentiellement sur ces facteurs et factrices parce que c'est eux qui sont frappés bien sûr en premier lieu. Toujours une grande priorité dans l'entreprise. On essaie de les embarquer dans le numérique. Par exemple, ils ont tous maintenant un smartphone qui s'appelle Factéo. C'est la première poste au monde qui a fait ce projet, voilà, d'équiper tous ces facteurs d'un Factéo qui leur permet de rendre des nouveaux services, d'échanger autrement, à la fois avec leur hiérarchie, avec leurs collègues, avec leurs clients. Donc on les laisse pas du tout à l'écart du numérique, au contraire, on les embarque. L'effort de formation, c'est aussi pour tous les postiers qui sont dans les bureaux de poste, c'est pour tous les postiers qui exercent une activité bancaire. Tout le monde est concerné, bien sûr, les facteurs sont les plus visibles, les plus nombreux, mais tous les compartiments, tous les secteurs, tous les métiers de l'entreprise sont embarqués dans cette transformation. C'est collectif, c'est effectivement dans un monde compliqué, mais vraiment avec beaucoup de proximité et je crois, dans une grande entreprise comme ça, une très forte adhésion quand même à cette logique de changement. Et c'est un modèle qui fonctionne puisque on ne le dit pas assez, on a parlé un petit peu d'Amazon tout à l'heure. Aujourd'hui, quel est le principal concurrent d'Amazon dans la distribution du courrier? Ça va être, et des paquets, ça va être la Poste. On parlait des drones, première ligne de drones. Amazon a beaucoup communiqué sur sa première ligne de drones alors qu'elle ne fonctionnait pas. La seule qui fonctionne, c'est celle de la Poste. Et Amazon vous a bluffé les drones ou pas? Comment? Ça vous a bluffé au moment du tournage des drones? C'est tout à fait étonnant. Et alors là, c'est lié, c'est une histoire très particulière parce que c'est une entreprise qui doit être surveillée, etc. Mais c'est quelque chose d'effectivement bluffant. Bon, en tout cas, grand merci vraiment à tous les 4 d'avoir participé à ce droit de suite ce soir où nous nous interrogions sur l'avenir de la Poste. Vous pouvez réagir à cette émission, #DDS. La Poste est très populaire, on l'a dit, et donc il y aura probablement beaucoup de réactions sur cette adresse sur Twitter. Je vous engage à réagir à ces réactions, parce que c'est ça aussi, l'interactivité autour de droit de suite aujourd'hui. Notre adresse est donc #DDS. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite, avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.